Bienvenue sur 12 Rounds, l'émission qui vous replonge dans les rounds les plus mythiques de l'histoire de la boxe. Aujourd'hui, on se penche sur la deuxième reprise grâce à un combat entre Trevor Berbick et Iron Mike Tyson, le 22 novembre 1986 à Las Vegas pour le championnat du monde WBC des poids lourds. Pour cet épisode, on a la chance de recevoir Amin Benounan, qui est médecin au sein de la Fédération française de boxe. Ça va, Amin? Bonsoir Jérémy, je vais bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Allez, c'est parti, on y va. Lorsque Mike Tyson monte sur le ring face à Trevor Berbick, c'est l'occasion pour lui d'entrer dans l'histoire de la boxe. En effet, une victoire face au champion WBC des poids lourds ferait de lui le plus jeune champion du monde de l'histoire de la catégorie, juste devant le mythique Floyd Patterson. Depuis ses débuts professionnels, le phénomène Tyson ne cesse de surprendre. À 20 ans, il affiche déjà un bilan de 27 victoires sans aucune défaite. Mais surtout, il remporte 25 de ses 27 premiers combats par KO. Sa force de frappe est dévastatrice et ses adversaires ne peuvent pas rivaliser avec ses crochets surpuissants. La plupart des combats du jeune Tyson ne dépassent pas les 3 rounds. Logiquement, il se hisse rapidement en tête des challengers officiels au titre de champion du monde. Au vu du contexte, le combat face à Berbick s'annonce forcément très excitant. De son côté, le champion jamaïcain s'est déjà distingué plusieurs fois au cours de sa carrière. Il combat une première fois pour le titre WBC des lourds face à Larry Holmes, mais perd sur décision unanime. Par la suite, il acquiert une certaine notoriété lorsqu'il est le dernier adversaire de Mohamed Ali. Un combat qu'il remporte par décision unanime face à la légende déjà bien vieillissante. Durant la suite des années 80, il signe plusieurs victoires de prestige et se voit offrir une nouvelle chance de combattre pour le titre face au champion WBC des poids lourds, Thomas Pinklon. Cette fois-ci, à Las Vegas, Berbick domine les débats et s'impose par décision unanime. Notons qu'à cette époque, les règles sont un peu différentes et Berbick et Tyson se retrouvent au cœur d'un tournoi qui vise à sacrer un champion du monde unifié des différentes fédérations majeures. Champion du monde pour la première fois, Berbick est sur le toit du monde. Mais sa première défense de titre s'annonce très compliquée face au phénomène Tyson. Le combat est intitulé The Judgment Day. C'est une opposition de style évidente entre la fougue du jeune Tyson et l'expérience de Berbick. Paradoxalement, Berbick est considéré par les bookmakers comme le challenger, malgré son statut de champion. Il hérite ainsi de la plus grosse cote à Las Vegas, un désaveu assez rare dans le monde de la boxe. Il faut dire que la puissance de feu de Tyson effraie tous les observateurs. Malgré tout, le champion tient à se faire respecter et impressionne lors de son entrée sur le ring. Tandis que Tyson entre en scène vêtu d'un haut blanc immaculé, Berbick est habillé d'une longue cape noire qui rappelle certains films d'horreur mythiques. Il a un message à faire passer. Il ne craint pas Tyson et tient à le faire savoir. Hélas, malgré la sophistication vestimentaire du champion, le début de match nous ramène à la réalité du ring et confirme tout le potentiel de Tyson. Il démarre le combat en trombe, en étant ultra agressif. Il frappe Berbick au corps et parvient à le toucher à plusieurs reprises. Malgré son allonge supérieure, Berbick ne parvient pas à tenir à distance un Tyson plus déchaîné que jamais. Les crochets et directs du gauche sont précis. La droite dévastatrice du boxeur de 20 ans manque à plusieurs reprises de faire mouche. Le champion est déjà touché et il tente de ralentir le rythme du combat dans la seconde partie de cette première reprise. Il multiplie les corps à corps pour respirer et regagner une lucidité des plus éphémères. La fin du round est marquée par l'accélération de Tyson. Il parvient à faire tituber le champion et semble déjà tout proche du chaos. Alors Amin, on s'aperçoit qu'à la première reprise, les coups de Tyson sont destructeurs. Comment Berbick peut-il récupérer à la minute de repos? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a affaire à des sportifs de très haut niveau qui ont certainement des capacités qui sont au-delà de la norme. C'est-à-dire que pour arriver à ce niveau-là, pour un boxeur professionnel, il faut savoir encaisser. Alors on sait qu'il y a des encaisseurs, des techniciens, mais quand on n'est pas du tout encaisseur, on ne peut pas être professionnel, on peut faire quelques combats amateurs. Et on considère que tous les sportifs de haut niveau ont des capacités qui sont au-delà de la norme, mais pas que des capacités physiques. Il y en a même qui disent que même leurs capacités intellectuelles sont quelque part
supérieur à la norme, parce qu'il faut qu'il soit capable de prendre des décisions en une fraction de seconde. Et on voit régulièrement des boxeurs qui nous surprennent, parce qu'on se dit c'est pas possible qu'un être humain normal puisse encaisser ces coups. Pour l'anecdote, j'avais invité un ami neurologue une fois à un gala de boxe, et il était assis à côté de moi, il me disait mais c'est pas possible. Je ne comprends pas que ces personnes-là puissent encore être debout. Normalement, ils sont déjà par terre depuis très longtemps. Donc, il y a cette capacité de récupération. Effectivement, les boxeurs arrivent à récupérer à la minute de repos. On dit bien sauvés par le gong. Je veux dire, on voit souvent des boxeurs qui sont à la limite du KO et après le coup de gong, ou à la minute d'après, ils sont capables de reprendre. Ceci étant, ça laisse des séquelles et on ne reprend pas une reprise après avoir encaissé autant de coups. D'ailleurs, j'imagine qu'on le verra à la suite du combat. La partie mentale aussi, je pense, est importante. La part mentale joue toujours quand on est sportif de haut niveau. Il faut pouvoir psychologiquement supporter cette phase en se disant voilà, je vais perdre, je vais peut-être me retrouver par terre pour revenir dans le combat. Et il n'est pas rare de voir des boxeurs, surtout dans ces catégories de poids, carrément KO debout, qui sont là en quasi-pilotage automatique. Il suffit qu'ils s'accrochent un peu à leur adversaire. Je sais que c'est pas permis, mais on sait bien que l'arbitre peut le tolérer pendant une seconde ou deux. Et on les voit reprendre, poursuivre leur combat et parfois même gagner leur combat. Dès le début de la deuxième reprise, Tyson touche sérieusement Berbick avec ce crochet du droit surpuissant. Le déferlement de coups portés par la suite font tomber le vaillant champion. Mais très, voire trop rapidement, ce dernier se relève. Néanmoins, son attitude ne dupe personne. Si l'arbitre, Millis Lane, se doit de constater que Berbick tient encore debout et semble prêt à continuer le combat, tous les spectateurs présents au Hilton de Las Vegas savent que l'affaire va être pliée dans quelques instants. Courageux, Berbick tente par tous les moyens de stopper la furie Tyson en multipliant les corps à corps forcés avec son challenger. Mais le Jamaïcain ne boxe plus. Il survit. Tyson, lui, guette la moindre faille chez sa proie. Sur un nouveau crochet gauche, Berbick va au tapis pour la seconde fois. Complètement désorienté, il tente de se remettre sur pied. Mais les multiples coups portés par Tyson ont eu raison de son intégrité physique. La scène est spectaculaire, choquante même. L'arbitre, conscient du massacre, décide d'arrêter le combat. Le jeune Mike Tyson est sacré champion du monde WBC des poids lourds pour la première fois de sa carrière. Grâce à cette victoire impressionnante, il intègre le Gotha des poids lourds et confirme les espoirs placés en lui. Ce chaos spectaculaire marque le début du règne de Tyson sur la catégorie, une domination qui sera sans partage pour le reste de la décennie. Car après Berbick, Tyson va chercher la ceinture WBA face à James Smith, puis la ceinture IBF face à Tony Tucker. Il s'impose comme le puncher le plus craint et le plus respecté de son époque. Et quand on revoit comment l'imposant Jamaïcain est tombé ce soir de novembre 86, on comprend aisément pourquoi. Ce deuxième round est une reprise historique. Du haut de ses 20 ans et 4 mois, Iron Mike devient le plus jeune champion du monde des poids lourds devant Floyd Patterson qui fut sacré à 21 ans et le fameux Cassius Clay à 22 ans. Ce round est marqué par l'intensité des coups portés, et plus particulièrement par les crochets. Amine, d'un point de vue médical, peux-tu nous expliquer ce que c'est qu'un KO ? Alors, un KO, qui veut dire knockout, qui veut dire sortir avec des coups, c'est la mise hors de combat d'un boxeur pendant une période qui excède les 10 secondes. L'arbitre va compter jusqu'à 10. Si le boxeur n'est pas capable de reprendre le combat, même s'il se lève, si l'arbitre juge qu'il n'est pas en capacité de reprendre le combat, on arrête le combat et on appelle ça un KO. Alors, je précise ça parce qu'un KO ne veut pas dire perte de connaissance. Nous avons plusieurs types de KO. Classiquement, généralement, on peut parler du KO cérébral, du KO vasculaire, du KO neurovégétatif. Classiquement, généralement, les KO surviennent après le fameux coup porté au menton, crochet ou hypercute. Ça dépend, ça c'est techniciens qui te le diront. Il faut savoir que les mouvements circulaires de la tête sont plus dangereux que les mouvements de translation, d'avant vers l'arrière. Donc, un coup porté sur le menton ou à plus forte raison sur le cou, parce que là, on a un double mouvement, fait que le tronc cérébral qui est là et qui participe à l'équilibre va se vriller et il va y avoir carrément des petits cisaillements qui font que
il va en résulter une perte de connaissance. Le deuxième type de KO qu'on voit souvent à la boxe, et c'est celui que je préfère, je pense que les médecins préfèrent celui-là parce que celui-là est moins dangereux pour le cerveau, c'est le KO neurovégétatif. C'est un coup violent porté sur un plexus. Il faut savoir que le foie est un organe qui contient énormément de nerfs, c'est un organe qui est très innervé. Et donc il y a cette sollicitation, il y a cette excitation des nerfs qui est très rapide, qui est très brutale, et le corps n'a pas cette habitude-là. Donc il s'ensuit une sorte de court-circuit, une douleur très vive qui va plier le boxeur. Alors tu l'as peut-être constaté, souvent ça arrive avec un petit décalage. Après le coup, le boxeur est encore debout et au bout de 2-3 secondes, il va se plier en deux. Pour la simple raison qu'à ce niveau-là, les nerfs sont moins rapides que ceux du cerveau. Donc l'influx se transmet moins rapidement. Et là, il en résulte une forte douleur et puis cette incapacité à rester debout. Le boxeur est compté et au bout de quelques secondes, il se remet debout et la douleur disparaît même. Et il demande d'ailleurs pourquoi on l'a arrêté. Il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a 3 types de récepteurs qui nous renseignent sur notre position dans l'espace. La vue, l'oreille interne et les faisceaux neuromusculaires du cou qui vont nous renseigner sur la position de la tête. Ces 3 récepteurs vont envoyer des informations au cervelet qui va les analyser et les envoyer ensuite au cerveau pour dire exactement dans quelle position on est dans l'espace. Et on voit très bien dans le combat que quand le boxeur est au sol, il essaye de se relever, mais il n'arrive pas à trouver la position de son corps dans l'espace. C'est pour ça qu'il titube, il retombe à plusieurs reprises avant de pouvoir se relever, parce qu'après la série de coups qu'il a reçus, il se trouve que ces 3 récepteurs sont stimulés de façon très brutale et très violente, et que la connexion entre les 3 ne peut pas se faire. Donc l'information dans le cerveau pour dire dans quelle position est le corps, elle n'arrive pas de façon satisfaisante, et c'est pour ça qu'on le voit tituber avant de se lever, et on voit bien qu'une fois qu'il se lève, il ne retombe plus après. Très tôt dans sa carrière, Tyson se distingue par sa capacité à mettre son adversaire KO à n'importe quel moment. Souvent, dès l'entame de la première reprise, il agresse son adversaire grâce à des multiples crochets au corps et à la tête. Avec sa garde haute et un buste ultra mobile, il est beaucoup trop rapide pour des adversaires souvent plus grands que lui. Car avec son mètre 78, il fait partie des plus petits champions du monde des lourds de l'histoire. Forcément, ses adversaires ne sont pas habitués à boxer un athlète de son gabarit. Et surtout, l'une des grandes forces de Tyson, c'est sa faculté à casser la distance de jab pour toucher son adversaire. Son centre de gravité bas lui permet de fléchir sur ses appuis pour entrer dans cette fameuse distance de frappe. Ensuite, il utilise parfaitement son transfert jambe-buste pour placer ses attaques rapides et puissantes. D'ailleurs, 2 spéciales de Mike Tyson, c'est vraiment le crochet du gauche et l'uppercut du droit. Donc comment il place son crochet du gauche, c'est par son fameux gazelle punch, il le fait quasiment dans tous les combats, il le fera 2 fois dans celui-ci. C'est vraiment en étant hors distance qu'il va se rapprocher en bondissant sur son adversaire et en plaçant son crochet. Et le petit détail, c'est vraiment qu'il place sa jambe presque en changement de garde pour bloquer son adversaire vraiment et travailler sur les crochets. La deuxième, l'uppercut du droit. Donc comment il le place? Avec son petit doublé au corps et en remontant vraiment au visage dans la fameuse cheminée que les anciens aiment à rappeler souvent. Et il finit souvent par le crochet du gauche. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il mettra KO Berbick. Sa capacité innée à mettre KO, Tyson la doit à quelques spécificités bien distinctes. Déjà, c'est un puncher. Chez les lourds, c'est une arme qui s'avère particulièrement redoutable. Mais Tyson, lui, est capable de bouger comme un poids moyen. Ultra mobile, il tourne autour de ses adversaires pour mieux les toucher. Mais ici, on peut également souligner les erreurs commises par Berbick dès le début du combat. Malgré son allonge supérieure, il n'effectue pas un travail de distance efficace et reste dans l'axe de Tyson, ce qui facilite les attaques du jeune prodige. Dès le début de la seconde reprise, Tyson profite du manque de lucidité de son adversaire pour lui asséner un direct du bras arrière dévastateur. Tyson se sert de ses crochets gauche et droit pour toucher son adversaire. Avec un centre de gravité bas, son coup est ascendant vers un adversaire plus grand que lui. La garde basse de Berbick ne le protège pas suffisamment pour espérer ne pas être touché par Tyson. Profitant de cette ouverture, Tyson s'attaque directement à la tête du champion. Durant ce combat, on s'aperçoit aussi que Tyson n'hésite pas à encaisser les nombreux jabs de Berbick. En effet, pour pouvoir s'attaquer durement au corps et au buste du Jamaïcain, Iron Mike ne craint pas de recevoir quelques directs inévitables pour un boxeur de sa taille et son gabarit.
Alors, peux-tu nous dire quels sont les coups les plus dangereux en boxe? Alors incontestablement, la crainte qu'on a, c'est sur le cerveau. Donc les coups portés à la tête sont, d'après moi, les coups les plus dangereux. Pour le cerveau, bien évidemment, pour les fractures qui peuvent occasionner au niveau de la tête, et plus rarement, mais ce n'est jamais exclu en boxe, on peut avoir des lésions des vaisseaux du cou, hein, ces fameuses carotides, il y en a d'autres, mais en général, c'est les carotides qui sont touchées et qui vont aller alimenter le cerveau en sang. Donc, elles peuvent résulter d'un choc direct ou, peut-être un peu plus souvent, de ce fameux mouvement de rotation qui fait que les artères vont s'étirer d'un seul coup. La rupture complète est certes rare, mais on peut avoir ce qu'on appelle une dissection. Il faut savoir qu'une artère est composée, la paroi de l'artère est composée de plusieurs couches. L'une des couches peut se rompre, celle du milieu en général, et ou celle de l'intérieur, et on a du sang qui va passer à l'intérieur de l'artère. Le cerveau va être moins bien irrigué et ça donne ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Incontestablement, les coups les plus dangereux sont les coups sur la tête. On a parlé des KO à la tête, y a-t-il des KO au corps? Bien évidemment, tout le monde connaît ces coups portés au foie, on dit en général, mais effectivement, c'est le foie qui est touché, parce que le foie est un organe, c'est le plus gros organe du corps, hein, et c'est un organe qui contient beaucoup de nerfs. Alors, le coup au foie est parfois sur le foie et parfois un peu plus au niveau du plexus. On appelle ça plexus cœliaque. Avant, on appelait ça le plexus solaire, parce qu'on a des fibres qui partent un peu comme des rayons de soleil. Mais ce genre de KO, voilà, les encaisseurs sont capables de prendre beaucoup de coups sur la tête sans tomber. Un bon coup dans le foie, c'est difficile de résister. Hein, quand on a bien visé et quand le coup est porté avec puissance dans le foie, c'est pour ça qu'il y a des fois on entend les entraîneurs dans le coin, alors que son boxeur s'acharne sur la tête de son adversaire, il lui dit tape au corps ou dans le foie, ou il a le foie fragile, hein, c'est ce qu'on prétend pour certains boxeurs, et là c'est d'une grande efficacité en général. Berbick s'est relevé bien trop rapidement lors du premier KO et son corps ne répond plus par la suite. Ses jambes tremblent et il n'a plus de lucidité pour continuer le combat. Notons que ce combat ne dure que 5 minutes et 35 secondes. L'un des spectateurs présents au bord du ring témoigne plus tard du son caractéristique des frappes de Mike Tyson. L'acteur Sylvester Stallone raconte même aux journalistes que l'intensité des coups portés par le néo-champion était telle qu'il a eu l'impression d'avoir été lui-même touché. Et finalement, c'est ça l'effet Tyson, le sentiment d'aller en guerre contre plus fort et plus puissant que soi. Alors Amine, que vérifies-tu quand un boxeur vient de subir un KO? Alors bon, il y a un petit examen neurologique, hein, c'est pas un véritable examen neurologique, mais on va étudier la motricité, la sensibilité au niveau des membres, hein, s'il peut bouger ou pas. On va faire un examen des pupilles qui va nous renseigner, pas beaucoup, mais quand même, je pense qu'il faut le faire. Et puis ensuite, la deuxième phase, c'est de voir s'il n'y a pas des lésions au niveau de la colonne vertébrale et en particulier au niveau des cervicales, qui se fait dans un premier temps par la palpation. Une fois qu'on s'est assuré que le rachis cervical était stable, là on peut l'autoriser à se lever ou on peut autoriser les secours à venir le déplacer. Dans un premier temps, s'il n'est pas conscient, il faut toujours avoir examiné d'abord la colonne vertébrale au niveau des cervicales avant de le mettre dans cette fameuse position que tout le monde connaît normalement et qui est la position latérale de sécurité. D'accord, donc quels sont les risques finalement principaux pour le corps humain à la suite d'un KO? Là encore, ça dépend du mécanisme et de la chute. Bien évidemment, le premier risque, ça va concerner le cerveau, qui est un organe important, vital et fragile. Donc, à la suite d'un KO, il peut se produire ce cisaillement, en particulier de très petites veines qui peuvent conduire à de petites hémorragies. Le choc du cerveau sur l'intérieur de la boîte crânienne va donner lieu à un œdème. Et on imagine bien ce cerveau qui est plongé dans un liquide. S'il y a de l'œdème, eh ben, la boîte crânienne est incompressible et dans ce cas-là, ça va produire une compression au niveau du cerveau. Ensuite, en fonction de la chute, on connaît bien ces fameuses chutes où le boxeur tombe et que sa tête va buter lourdement 1, 2 ou 3 fois contre le ring. C'est pour ça que le ring doit respecter
des qualités d'élasticité qui sont d'ailleurs définies par le règlement. Alors là, j'en parle parce qu'on sait que parfois les rings, en particulier les rings de plein pied, ne remplissent pas ces conditions d'élasticité, en particulier dans certaines salles de boxe, où il est déconseillé de s'entraîner même sur ces rings-là, parce que vous imaginez bien que si la tête bute sur le sol, ça peut créer des lésions encore plus importantes. Alors, de façon plus anecdotique, lors de la chute, la tête peut être retenue par l'une des cordes et ça peut occasionner un véritable coup du lapin, avec les lésions que vous pouvez imaginer au niveau de la moelle épinière. C'est d'ailleurs comme ça, il me semble, que Davey Moore est décédé. C'est ce boxeur qui est mort quelques jours après son combat. Et voilà, tout le monde connaît la chanson de Bob Dylan avec les nombreuses reprises qui a tué Davey Moore. Who killed Davey Moore? Why and what's the reason for? Dans l'histoire du noble art, d'autres deuxièmes reprises ont marqué les esprits. On vous raconte tout ça. Parmi les seconds rounds célèbres de l'histoire de la boxe, on peut vous raconter le fameux round entre Ricky Hatton et Manny Pacquiao. En mai 2009, au MGM Grand de Las Vegas, les deux stars croisent le fer pour le compte de la ceinture IBO des super légers. L'ambiance est survoltée et malgré la distance, les supporters anglais ont fait le déplacement et se font largement entendre avant le combat. Après un travail de sape efficace mené lors du premier round, le Philippin assène un crochet précis à 10 secondes de la fin du deuxième round. Le Britannique est KO et tout le MGM est en folie. Il y a aussi le fameux combat entre George Foreman et Joe Frazier. Le 22 janvier 1973, à Kingston, le champion affronte le jeune et puissant Foreman. Malgré la qualité de l'affiche, le combat est à sens unique. Le fameux crochet gauche de Frazier ne touche que très rarement un Foreman au summum de sa domination physique. Par 6 fois, Frazier va au sol. L'arbitre n'a finalement pas d'autre choix que d'arrêter le massacre sur cet ultime crochet du droit dévastateur. Le 15 mai 2004, Antonio Tarver défie Roy Jones Jr. pour les titres WBC et WBA des lourds légers à Las Vegas. Au cours du deuxième round, sur un crochet du gauche soudain, Tarver met KO Roy Jones qui semble totalement déboussolé. Ring Magazine nommera même ce combat comme étant le KO de l'année. Enfin, on peut aussi vous parler de ce fameux combat entre Jack Dempsey et Luis Angel Firpo. Au cours de cette rencontre, Dempsey envoie Firpo au tapis par 9 fois. Au début du deuxième round, le tigre de Manassa finit par achever son adversaire sur un dernier crochet du droit. Une boxe et des règles d'une autre époque. As-tu une anecdote concernant un KO que tu as vécu? Jérémy, bien évidemment, j'en ai plusieurs. Si je peux en citer 2. Oui. La première, tu y étais d'ailleurs, c'était lors de la Coupe du Val-de-Marne. Ça devait être en 2014. Et un boxeur qui est célèbre actuellement et qui est certainement l'un des plus grands espoirs de la boxe française, je vais quand même le citer parce qu'il le mérite. Kevin Lele Sadjo faisait, il me semble, son premier combat amateur. Et il met KO son adversaire à son premier combat amateur, le début d'une longue série de KO. Et en fait, il a exprimé sa joie d'une façon qui m'a semblé pas très sympa vis-à-vis de son adversaire. Et donc, en montant sur le ring, avant même de m'occuper de l'adversaire, alors je te rassure, il n'était pas inconscient, je suis allé vers Kevin pour lui dire « je ne veux plus t'entendre dire ça ». Et il s'en souvient puisque assez régulièrement, il dit qu'on a un petit secret. Alors maintenant que je l'ai dit, ce ne sera plus un secret. Et voilà, donc je le cite parce que Kevin est un garçon tout à fait charmant. Aussi bien avant le combat, pendant le combat, qu'après le combat. Et s'il y a un boxeur qui est respectueux de son adversaire, actuellement, c'est bien Kevin Lele Sadjo. Ça, c'est la première anecdote que je vais citer. Je t'en citerai une autre, j'en suis peut-être pas très fier, mais je vais quand même te le dire parce que c'est toi. Lors du combat Boderlic-Patrick Bois au Zénith, j'étais en train de soigner une boxeuse brésilienne
la boxeuse qui avait combattu contre Maïva Amadouche, au moment où se produit le KO de Patrick Bois. Et au même moment, Denis Boulanger, le photographe, nous avait pris en photo, hein, il a dû voir que j'étais en train de soigner la boxeuse brésilienne. Et en fait, sur la même photo, on voit le regard plein d'admiration de la boxeuse, hein, qui apprécie l'aspect technique du KO, et on voit une sorte de terreur, une grimace horrible. J'en suis pas très fier. Sur mon visage, on a l'impression que c'est moi qui ai pris le KO, et je pense que si on revoit les images, Patrick Bois doit faire une grimace moins moche que la mienne. Allez, il faut aller chercher cette victoire. Quel crochet derrière! Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce double parallèle entre vraiment la fascination du public pour le KO et les officiels qui souhaitent finalement ne jamais en voir, même si ça arrive souvent. C'est vrai que l'objectif principal, c'est que vraiment les deux boxeurs rentrent chez eux indemnes. Et pour le public, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est vraiment le rêve de voir vraiment une personne à terre à chaque fin de combat. Alors effectivement, pour les médecins, ça semble évident, hein, on préfère quand il n'y a pas de gros coups, mais j'imagine que pour les autres officiels aussi, en particulier pour les arbitres. Parce que les arbitres sont vraiment conscients qu'ils sont là pour la sécurité des boxeurs, et je pense qu'aucun d'entre eux ne souhaite être là le jour où il y a un accident grave. Voilà, merci docteur pour ce précieux témoignage. C'est moi qui te remercie, Jérémy. Voilà, c'est tout pour cette deuxième reprise. On se retrouve très prochainement pour la troisième. À très bientôt.